Pourquoi certaines équipes deviennent championnes du monde et pas d'autres? À chaque mondial, on a nos favoris, la France, le Brésil, l'Espagne, l'Argentine, et pourtant on se fait toujours surprendre. Pourquoi? Parce que la compétition ne récompense pas toujours ce qu'on croit. Ce n'est pas forcément la meilleure, ni la plus spectaculaire, ni même la plus attendue qui l'emporte. Entre les joueurs, la tactique, le mental ou la chance, il y a une part de vrai dans tout ça, mais la réalité est bien plus complexe. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi certaines équipes vont au bout et pourquoi d'autres échouent malgré tout leur talent. À l'approche du mondial, on va parler de ce qui fait réellement la différence dans une compétition comme celle-là, puisqu'aujourd'hui on va répondre à cette question: comment gagner une Coupe du Monde? La première qualité qu'il doit avoir, c'est l'esprit de la gagne. Parce qu'une Coupe du Monde, on n'y va pas pour faire de la figuration. C'est une compétition, l'une des plus relevées et exigeantes de ce sport, donc forcément qu'on a envie de la marquer de son empreinte, et ce, quelle que soit la manière. Et le parcours, il est très simple. 8 matchs pour aller au bout. Ça veut dire 8 matchs à gagner. Pas pour faire bonne impression, pas pour séduire, parce que je vais en profiter pour débunker ça tout de suite. Si t'es champion du monde sans produire le jeu le plus spectaculaire, je pense que tu vas quand même fêter le titre. Donc oui, la victoire passe avant tout. Et en 8 matchs, notre sélectionneur n'aura pas le temps. Pas le temps de tester sa tactique, de jauger ses joueurs, pas le temps de douter sur quoi que ce soit. Il faut qu'il arrive avec des certitudes, quand bien même il doit ajuster le tir en cours de route. Ça veut dire qu'il va déjà devoir accepter une réalité, c'est que la priorité n'est pas de produire du beau jeu, mais un jeu efficace. Et s'il doit privilégier l'efficacité à son idéal, ça veut dire qu'il doit avoir cette deuxième qualité, le pragmatisme. Parce qu'un sélectionneur ne voit ses joueurs qu'une cinquantaine de jours par an quand il n'y a pas de compétition internationale, et des joueurs qui, pour la plupart, ne jouent jamais ensemble le reste du temps, sauf quelques exceptions. Donc déjà, pour mettre en place des choses tactiquement, installer des automatismes en si peu de temps, c'est un gros obstacle, même si ça n'excuse pas tout. En partant de ce constat, il ne peut pas bâtir son équipe et faire en sorte que son jeu dépende d'un ou deux joueurs, parce qu'à la première blessure, tout tombe à l'eau. Alors face à cette problématique, le sélectionneur doit faire différemment, et ça l'oblige à ne pas construire une équipe, mais un groupe. Si tu as très peu de temps pour donner un jeu à ton équipe, que tes joueurs ne jouent pas ensemble en club et qu'ils jouent chacun dans des styles de jeu différents, alors tu dois t'appuyer sur autre chose pour créer une dynamique, et cette chose-là, c'est le groupe. Parce que je le rappelle, pour chaque joueur, une Coupe du Monde, c'est un mois entier avec 22 autres joueurs H24, un 11 type qui bouge très peu, des remplaçants qui doivent accepter leur rôle et une pression constante, celle du résultat. C'est pour toutes ces raisons que la force d'un groupe peut faire des miracles. Elle peut rendre une équipe invincible, compenser des lacunes techniques, tactiques ou physiques, encore plus si l'effectif est déjà très fort. En témoigne la France 2018 et l'Argentine 2022 qui, avec évidemment énormément de qualité, ont montré à quel point un groupe autant animé par la soif de victoire et l'esprit d'être ensemble peut devenir intouchable. Donc tu l'auras compris, un groupe ça ne se construit pas au hasard. Ton sélectionneur ne doit pas emmener les 23 meilleurs joueurs, mais les 23 qui s'acceptent. Parce qu'une Coupe du Monde ne se gagne pas avec une collection de talents, elle se gagne avec un équilibre. Il te faut un noyau dur sur lequel te reposer, une colonne vertébrale forte sur le terrain et de confiance, un gardien leader, un défenseur qui rassure, un milieu qui contrôle et un attaquant tueur. Sur le plan collectif, tu dois avoir un 11 type qui se dégage au plus tard à la fin des poules et des remplaçants prêts à accepter leur rôle. Entre ceux qui vont faire des bouts de match et ceux qui ne joueront sûrement jamais, tu dois déjà savoir qui faire entrer pour dynamiter un match, qui pour fermer la boutique. En fait, il te faut des rôles clairs dès le départ et que chacun les accepte. Parce que tu as dans ton effectif que des joueurs qui sont des monstres dans leur club, qui sont titulaires et qui logiquement ont un ego très fort. Et ça, il faut le gérer, sinon tu peux très rapidement perdre ton vestiaire et te cracher complètement pendant la compétition. C'est comme ça que le sélectionneur que tu as choisi devra composer son groupe et ensuite le diriger d'une manière elle aussi différente. Parce que si la tactique est un point central dans le football de club, en sélection, on va se rendre compte que ça a son importance, oui, mais que quelque chose surpasse ça, et c'est dans la tête. Avant de passer à la suite, c'est l'occasion pour moi de t'annoncer qu'il y aura 10 vidéos qui sortiront sur la Coupe du Monde au courant du mois de mai. Ce sera notamment un nouveau format spécial et j'essaierai une fois que la compétition aura commencé de couvrir un maximum de matchs. Donc pour ne rien rater, abonne-toi et sur ce, on peut continuer. Dans une compétition comme celle-là, tout va plus vite, mais le temps est long. 8 matchs maximum, 1 tous les 3 jours, pas le temps de digérer, pas le temps de douter. Les émotions sont amplifiées, une victoire devient euphorie nationale, une défaite devient crise d'état. Ton groupe vit sous pression en permanence. Pendant un mois, tes joueurs sont loin de leur famille, leurs amis, leurs femmes, loin de leurs repères et leurs habitudes. Le groupe est dans une bulle et le staff en joue pour les protéger des médias ou des supporters qui pourraient les parasiter. Mais cette bulle peut aussi les étouffer parce que la fatigue n'est pas que physique, elle est aussi mentale. Et c'est l'un des piliers pour aller gagner une compétition internationale comme la Coupe du Monde.
monde. Parce que tout ça se ressent sur le terrain. Chaque match se joue sur un détail et c'est souvent la maîtrise émotionnelle qui prend le pas sur la tactique. La capacité à rester lucide quand tout s'accélère, à ne pas s'enflammer après une victoire, à ne pas s'effondrer après un coup dur. C'est ce qui va tenir ton groupe. Parce qu'en Coupe du Monde, si tes joueurs ne sont pas forts dans la tête, aucun schéma tactique ne les sauvera. Lorsqu'il y aura un moment compliqué ou un gros doute, c'est là où on verra si ton groupe est assez solide. Parce que si on regarde bien les derniers vainqueurs, on retrouve presque toujours la même chose, un moment de bascule. En 2022, l'Argentine perd son premier match à la surprise générale contre l'Arabie Saoudite. Là où la fébrilité émotionnelle argentine leur faisait souvent défaut, c'est ce qui a définitivement soudé ce groupe et ce n'est personne d'autre que Messi qui le dit. Après ce match, ils ont eu un jour de repos et tout le monde est parti du camp d'entraînement. Lorsque les autres sont revenus, Messi et De Paul ont commencé à discuter du match et à crever l'abcès. Après la discussion, ils en ont tiré de la force et ont considéré les bienfaits de cette défaite. En 2018, on l'a très largement entendu que c'était le match contre l'Argentine justement qui avait été qualifié par les joueurs de match bascule. Le scénario du seul moment de la compétition où les Bleus ont été menés et donc virtuellement éliminés a créé un vrai déclic. S'en est suivi dans la foulée l'incident de l'extincteur avec Adil Rami où les joueurs ont tous été solidaires pour ne pas balancer à Didier Deschamps qui était le coupable. C'est ce double événement qui a sacré l'équipe de France. Il s'approche doucement vers nous et je me dis waouh, je vais prendre cher, je pense que je vais être viré. Rien dit à ce moment-là, j'ai juste entendu les coéquipiers dire les gars, on se balance pas, on est une équipe, on est soudés. Sauf que le lendemain, j'ai tapé dans le verre pour prévenir que j'allais faire un discours. Parce que juste avant, j'ai entendu Blaise Matuidi me dire dire à tout le monde, les gars, on ne balance pas, on protège Adil, on est ensemble. L'Espagne en 2010 avait aussi perdu son match d'ouverture contre la Suisse malgré une bonne domination. Piqué et Pepe Reina ont évoqué ce moment qui les a rendus plus forts, leur a fait prendre conscience qu'ils ne donnaient pas le maximum d'eux-mêmes et leur a permis de s'unir pour monter le curseur et aller chercher le trophée. Ce qui est frappant, ce n'est pas qu'ils aient douté, c'est qu'ils n'aient pas craqué. Quand le bateau tangue, les marins s'unissent pour ne pas couler et pour rester debout dans ces moments-là, il faut plus qu'un collectif solide, il faut des leaders. Alors par avoir des leaders, j'entends sur et en dehors des terrains. Mais c'est pas forcément avoir un ou deux joueurs qui guident ton pays, même si Messi 2022 est le contre-exemple parfait, mais c'est plutôt d'avoir un noyau de joueurs capables d'assumer la pression et d'être présent dans les moments clés. Parce que les leaders ne sont pas obligatoirement les meilleurs joueurs, ni même ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui prennent la parole quand il faut, qui restent lucides quand l'équipe en a besoin et qui sortent l'équipe de situations compliquées quand c'est le cas. Et c'est exactement de ça dont je parlais dans la première partie en évoquant un noyau de joueurs de confiance sur lequel s'appuyer, capable de calmer, de recadrer, de galvaniser après une erreur, d'assumer un penalty à la dernière seconde. Parce que si le très haut niveau offre des moments comme ça aux joueurs, c'est pour qu'ils montrent qui ils sont. Et si le talent te met dans la position de gagner, le leadership, lui, te permet de le faire. Au final, gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement une affaire de talent. Si tu choisis le bon sélectionneur, qu'il construit un vrai groupe, qu'il le prépare mentalement, alors oui, tu as une réelle chance d'aller au bout. Rien n'est jamais garanti dans le football, c'est vrai, mais le football récompense quand même souvent ceux qui le respectent. Alors maintenant, à toi de me dire ce que t'en penses, de me dire selon toi comment une Coupe du Monde se gagne. Est-ce que t'as d'autres étapes que j'aurais oubliées pour aller soulever ce trophée? Et quel est pour toi le match bascule le plus mémorable de l'histoire du mondial? Je te laisse me répondre en commentaire. Et je te rappelle que je te donne rendez-vous en mai pour 10 vidéos sur la Coupe du Monde qui arrive. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Et je te laisse liker la vidéo si elle t'a plu. Je te mets tous mes réseaux sociaux juste ici. Et les liens sont cliquables dans la description et sur ma page d'accueil. Je varie un petit peu les contenus par rapport au format long YouTube. Et sur ce, prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, le foot avec les pieds, c'est bien, mais avec la tête c'est mieux.